Bonjour, voilà, je suis avec Jean Regnault. Oui, c'est moi. C'est toi, Oui. scénariste d'animation. Et juste pour préciser, Jean, tu as travaillé sur pas mal de séries animées comme Ariol, Sam Sam, Mook, Petit Mook, Vampire, Petit Vampire. Anatole voilà. Latuile, Très Ernest bien. et Célestine, la série. Tu as aussi écrit le long métrage d'animation Maman est en Amérique et elle a rencontré Buffalo Bill, qui a été nominé au César 2013. Et tu as collaboré à l'écriture du Grand Méchant Renard, qui est donc le film d'animation qui a obtenu le César du meilleur film d'animation en 2018. Cette année. Voilà, cette année. Donc, Quel palmarès. quel palmarès, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc j'ai tout de suite envie d'attaquer avec cette première question. Est-ce qu'il y a une véritable différence sur l'écriture d'un film d'animation ou d'une série animée par rapport à l'écriture d'un film live, d'un long métrage? Eh bien, je ne sais pas, car je n'écris que pour l'animation. Voilà, eh bien merci beaucoup Jean pour cette réponse et à bientôt. Alors, j'ai écrit pour d'autres supports, j'ai écrit des fictions radio, j'ai écrit aussi des projets pour les grands, pour la prise de vue réelle. On ne sait jamais comment appeler cet autre univers qui est la non-animation. Parfois on dit les films de viande. Donc D'accord. j'ai écrit pour ces gens-là. Et je peux dire qu'il y a une énorme différence parce que dans l'animation, comme tout est possible, il faut utiliser ce tout est possible. Et si on n'utilise pas, autant faire de la prise de vue réelle. Donc il faut utiliser toute la fantaisie, toute la science-fiction, tout le délire, tout le cartoon que permet l'animation. En l'utilisant à plein, on peut vraiment dire qu'on fait une série ou un film d'animation ou un court-métrage d'animation. Par rapport à ta formation de scénariste, est-ce que tu as est-ce que tu as intégré par exemple une école de scénariste de films d'animation? Quel est ton parcours en gros? Comment tu es rentré dans ce métier? J'ai toujours écrit depuis l'âge de 10 ans. J'ai écrit un roman policier à 10 ans qui n'a curieusement pas trouvé d'éditeur. Mais je n'ai fait aucune formation ni d'écriture ni d'écrivain, si tant est que ça existe, ni de scénariste. Je me suis formé sur le tas. Et c'était un gros tas, parce que ça a mis beaucoup d'années, j'ai mis beaucoup d'années à devenir scénariste, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans dans un peu plus dans des secteurs salariés. J'ai été journaliste, j'ai été patron de bar, j'ai eu plein d'emplois bizarres et variés. Et je suis devenu scénariste uniquement il y a une petite dizaine d'années. Et quel est justement le projet qui t'a permis de mettre, on va dire, de faire le premier pas dans ce milieu de scénariste, de films d'animation, de séries animées? J'ai un ami qui s'appelle Émile Bravo, qui est un grand auteur de bande dessinée, et par son intermédiaire, j'ai rencontré d'autres auteurs de bande dessinée, et un jour, Johan Sfar a adapté en série animée Petit Vampire, il m'a proposé d'écrire 1 ou 2 épisodes, bon finalement j'en ai écrit 9, et ça m'a ouvert les portes de l'animation, enfin, surtout ça m'a montré que ce métier existait, parce que j'avais aucune idée de son existence. D'accord. Ensuite, j'ai fait un livre qui s'appelle Ma maman est en Amérique, et des producteurs ont eu l'idée saugrenue d'en faire un long métrage, en tout cas d'envisager cette idée, et ont eu l'idée encore plus saugrenue de me proposer d'écrire le script du long métrage, sachant que je ne m'étais jamais confronté à ce genre d'exercice. Donc je dis oui, je vais le faire, et puis on l'a fait. D'accord. Alors justement, comment ça se passe quand tu dois adapter ta propre BD, parce que c'était une BD, hein, Maman est en Amérique, que tu as là, voilà, on peut la montrer. Au cinéma. C'était en 2013. Comment ça se passe, oui, quand tu dois adapter une BD en film d'animation? Il y a forcément des choses que tu dois transformer, voilà, il y a tout ce travail d'adaptation. Comment ça se passe? Est-ce que tu as dû enlever des passages, des scènes? Comment ça s'est passé, ce travail d'adaptation? Il y a très peu de livres qu'on peut transposer tels quels au cinéma, ni des bandes dessinées, ni des romans. Bon, il faut les adapter. Les adapter, on peut dire avec un tendre jeu de mots, les adopter. On peut dire aussi d'après, on vient après. Il y a le livre, et puis après on en fait un film. La bande dessinée que j'avais faite était très littéraire. Chaque chapitre est consacré à un personnage, donc de toute façon c'était impossible de le retranscrire tel quel En film. en film. Ouais. Ce ne sont pas les mêmes règles. Mais il y avait une petite astuce ou une petite triche, c'est que Ma maman est en Amérique est un roman graphique autobiographique, enfin en tout cas c'est de l'autofiction. Donc ce sont des choses qui me sont arrivées, que j'avais déjà adaptées et scénarisées pour en faire un livre.
Donc plutôt que de repartir du livre, je suis reparti de ce que j'avais vécu et je l'ai raconté différemment en intégrant aussi des éléments qui n'étaient pas dans la bande dessinée. D'ailleurs, j'ai pas travaillé tout seul, j'ai travaillé avec Stéphane Bernasconi, qui est un grand monsieur, un grand réalisateur, qui m'a vraiment appris, on a coécrit le scénario, il m'a appris toutes les techniques de structuration d'une histoire. Est-ce que tu peux nous donner un exemple justement d'une technique de restructuration d'une histoire ? Disons que ce qu'il faut, en tout cas, quand il me semble, dans un long métrage ou dans une histoire, c'est qu'il y ait un enjeu fort qui se dégage assez vite pour tirer le spectateur. Et la deuxième chose importante, c'est que tout ce qui n'a rien à faire dans l'histoire doit rester extérieur. Une super blague, une super anecdote, un personnage merveilleux qui n'est pas dans le centre de l'histoire ne peut pas rentrer dans le récit parce qu'on n'a que 1h15 pour raconter. À la différence d'une BD où on peut se permettre, ou même d'un roman, de laisser ce genre de choses annexes. Au contraire, mais il faut exploiter ça. Et pour étoffer un petit peu les personnages, etc. Mais dans un film, il faut aller, tu veux dire, un peu plus à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel, se rester concentré sur... C'est comme une voix qui raconte une histoire, c'est comme un orateur, et donc on ne peut pas sortir de l'histoire. Disons que c'est très risqué de faire sortir le spectateur d'une histoire, parce qu'à partir du moment où le spectateur se dit « Ouah, je suis en train de voir un film », c'est mort. Donc on l'a décaptivé, on l'a libéré, et il sort du film. Suite à l'adaptation de ta BD, les fans de cette BD et qui ont vu ensuite le film, l'adaptation en film, se sont sentis trahis par rapport à ce qu'ils avaient lu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a eu ce sentiment de trahison ? Le pitch de l'histoire, c'est un jour à l'école, la maîtresse demande au héros la profession de ses parents, et en fait il s'aperçoit qu'il ne sait pas où est sa maman. Donc il va petit à petit le découvrir. C'est une histoire à la fois amusante et puis un petit peu triste. Beaucoup de gens se sont projetés dans ont aimé ce livre. Ils l'ont aimé, il fait partie de leur vie, c'est quelque chose, c'est un livre important pour eux. Bon, très bien, j'en suis fier. Et ensuite, quand on raconte l'histoire différemment, enfin moi j'ai raconté donc l'histoire différemment, même si c'était mon histoire, il y a eu pas mal de critiques qui ont dit « Mais tu as trahi le livre ». Oui, j'ai peut-être trahi le livre, mais j'ai pas trahi ma vie, j'ai raconté différemment ce qui m'était arrivé. Moi ça m'amusait tous ces discours sur la trahison, d'autant plus que je ne pense pas qu'on puisse... si on ne trahit pas le livre, si on ne prend pas de risque, je pense que de toute façon ça ne peut pas fonctionner. Un film ne peut pas fonctionner... En restant trop proche du matériau de base original. Ouais. Mais alors, est-ce que tu peux nous dire quel est l'élément que les autres ont trouvé qui a suscité toute cette trahison ? Quel est, à ton avis ? Non, le fait que l'histoire soit racontée différemment. Mais qu'est-ce qui diffère alors par rapport... Là, tu as pris un autre angle ? Oui, dans le livre, c'est un personnage, chaque chapitre est consacré à un personnage. D'accord. Dans le livre, c'est l'histoire du héros qui va traverser d'autres moments. Dans le film, tu veux dire ? Dans le film, pardon, et des moments plus significatifs. D'accord, ok. C'est une question de structure, alors. C'est une question de narration. On ne raconte pas l'histoire de la même façon. Et puis en plus, on ajoute des éléments qui peut-être n'ont pas plu aussi. On s'est peut-être trompé sur des éléments qu'on a ajoutés, on s'est peut-être trompé sur des éléments qu'on a enlevés. Ça, c'est aussi la réalité. Alors, je voudrais juste parler de certains thèmes que tu abordes dans tes histoires et qui sont des fois un petit peu, comment dire, c'est pas que c'est des thèmes épineux, mais c'est pas forcément des thèmes auxquels on pense tout de suite qui pourraient être destinés à des enfants. Voilà. Et il y a par exemple toute une série de courts-métrages qui est sortie le 31 octobre et qui s'appelle Ta mort en short, et qui regroupe plusieurs courts-métrages dont tu as écrit... J'en ai écrit un. T'en as écrit un, voilà, qui s'appelle Mon papy s'est caché. Mon papy s'est caché, voilà, exactement. Et qui traite un petit peu du thème de la mort. Allons-y directement. Ouais, la mort, c'est un peu mon fond de commerce, parce que dans Ma maman est en Amérique, c'était déjà... ça parlait de ça. Ça parlait d'un petit garçon qui pense que sa mère est encore en vie, alors voilà, mais en fait, même si le titre, finalement, il y a une assonance un peu équivalente, Ma maman est en Amérique, mon papy s'est caché, ça ne parle pas du tout la même chose, parce que là, Ma maman, ça parle de l'enfant qui cherche sa maman, et dans Mon papy s'est caché, c'est un dialogue tout simple, entre un grand-père et son petit-fils. Ça parle de jardin, ça parle d'émotion, et ça parle de où est-ce qu'on va après la mort.
Bon voilà, c'est une petite histoire poétique, un petit peu amusante, qui moi me servait en fait à parler des religions. J'aime bien quand il y a un sous-texte, j'aime bien quand j'ai du mal à faire des histoires gratuites, donc je planque ce que je veux dire dans des pétales de rose et des étoiles dans le ciel, mais il y a quand même un moteur. Comment tu arrives à gérer justement l'exploitation de ces thèmes-là, voilà, le thème de la mort, quand tu sais que ce que tu es en train d'écrire est à destination de pas mal d'enfants. Est-ce que c'est délicat d'aborder ces thèmes, ou alors au contraire, sous couvert du dessin animé, de l'animation, c'est plus facile d'en parler, ou alors est-ce que justement ce sont les parents qui ont peur que ce genre de film d'animation, de dessin animé parle de ces sujets, alors que les enfants les reçoivent très bien, et qu'au contraire il faut pas avoir peur de parler de sujets aussi délicats que la mort? La mort, ça touche les parents, ça touche pas vraiment les enfants. Quand j'ai présenté le film Ma maman est en Amérique à travers la France, dans pas mal de salles, j'ai vu des parents pleurer, non pas parce que le film était mauvais, enfin je pense pas, c'est juste parce que l'histoire les avait touchés. Des enfants, non, les enfants, bon ils sont émus, mais bien sûr, mais enfin la mort c'est quelque chose d'impossible. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser. Enfin, le dernier exemple en date, c'est le film d'animation de Pixar, Coco, qui lui parle de ça. Et carrément au pays des morts, comme ça. Oui, voilà. Et mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut parler de ces sujets-là. Après, tout dépend de comment on les amène, comment on les exploite. Est-ce que il y a une restriction Il n'y en a aucune. quand tu te lances dans l'écriture d'une histoire? Non, il n'y en a aucune. De toute façon, il faut être libre. Pour écrire une histoire, il faut être libre. Moi, j'ai besoin d'un petit moteur, j'ai besoin d'avoir quelque chose à raconter en dehors de l'histoire, que je vais planquer dans l'histoire. Ça, c'est mon défaut, peut-être. Mais nous possédons dans l'animation une grande liberté d'expression graphique, d'expression littéraire, d'expression scénaristique. Donc, ce serait dommage de se limiter à des thèmes comédie et cartoon, même si j'adore la comédie, j'adore le cartoon. On peut traiter tous les sujets. On peut faire les deux. On peut faire les deux aussi. En tout cas, la tristesse ne marche qu'avec l'humour, parce que sinon c'est quand même plombant. Ma vie de courgette, à ce propos, est un film extraordinaire qui réussit complètement son ambition de parler d'un sujet difficile. Alors, je voudrais aborder en fait ta journée type de scénariste. Comment ça se passe Comment ça se passe quand tu écris? Déjà, est-ce que tu écris seul? Est-ce que tu écris en équipe? Enfin, quand tu coécris par exemple un scénario, une histoire, est-ce que tu es forcément à côté de la personne, ou est-ce que chacun est dans son coin, écrit le début, l'autre écrit la fin, l'autre écrit que les dialogues? Comment ça se passe? Chaque nouvelle série, chaque nouveau projet est l'occasion de mettre en place un nouveau dispositif. Ça dépend avec qui on travaille, ça dépend où ils sont. Quand je travaille avec des Belges, c'est plutôt par Skype. Si je travaille avec des Parisiens, on va essayer de se voir, de se mettre autour d'une table. Voilà, donc, et puis quand il faut défendre les projets chez les diffuseurs, on va chez les diffuseurs ou dans les boîtes de production. Bon, voilà. Donc c'est très très variable. J'écris parfois vraiment en duo. Parfois, c'est simplement l'interaction des autres. Enfin, je veux dire, c'est une écriture sur un mode interactif. L'un fait une version, l'autre la suivante. Il y a beaucoup de manières de travailler ensemble. Sinon, la plupart du temps, chez moi, je travaille en fait sur mon lit. Voilà, mon bureau, c'est mon lit. Sur ton ordinateur? Oui, bien sûr. Oui, j'écris pas sur les draps. Tu n'écris pas. Non, mais tu aurais pu écrire à la machine à écrire ou sur ton téléphone, je ne sais pas. Non. Sur une tablette. Et du coup, avant de venir, je me suis interrogé. Je me suis dit, mais est-ce que je suis le seul à écrire sur mon lit? Donc j'ai un petit peu Wikipédia. Enfin, j'ai cherché. Ouais. Et oui, non, en fait, je ne suis pas le seul. Ouf. Il y a Colette, il y a Marcel Proust, il y a Churchill qui écrivait. Allongé. Des bonnes références. Ouais. En gros, tu passes combien de temps par jour à écrire quand on te demande est-ce que c'est que la matinée, toute la journée? Ce qui est important, on ne saura jamais pourquoi on écrit, mais on peut savoir comment on écrit. Donc moi j'écris avec un ordinateur, mais aussi avec d'autres modes d'écriture comme le dessin, enfin des croquis, ou un papier, un stylo. Bon, ou aussi j'écris les histoires en les racontant. En les racontant, elles se transforment, elles deviennent autre chose, donc voilà. Et la deuxième question, c'est quand on écrit. Il faut savoir les heures où on est vraiment bon, les heures où on est
où on est dynamique, où notre cerveau fonctionne bien. Bon, en général... Moi, je sais que mon inspiration, elle vient quand je dors, en fait. Donc c'est un peu embêtant parce que du coup, j'oublie tout le lendemain. Surtout pas. Non, le sommeil, c'est vraiment fait pour dormir ou pour délirer. Donc j'écris surtout le matin, comme les écoliers, parce qu'en fait, on a pris ce rythme. Donc, d'accord. C'est souvent des tranches de 1 heure, comme par hasard, avec une petite récré, un petit café entre les deux. Mais une fois que j'ai écrit 2 heures, déjà je suis mort. Enfin, je veux dire, quand je parle d'écriture, c'est de création, pas de relecture, pas d'approfondissement. Vraiment, la création, 2 heures le matin et 2 heures en fin de journée, c'est vraiment le maximum que je peux donner. Il y a sans doute des gens qui sont plus puissants que moi, mais moi, je peux pas aller au-delà. Pour ce qui est de la nuit, j'ai longtemps cru que c'était chouette d'écrire des histoires la nuit, mais en fait, ça se mélange avec le rêve. Et du coup, ça donne des trucs vraiment bizarres. Par contre, au réveil, il y a une petite fenêtre qui dure quelques instants. On se réveille, on pense à l'histoire qu'on a quittée la veille, et on voit la vérité de l'histoire. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, ou est-ce que ça déconne Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est un truc que c'est un vrai truc. Petit tips. Un petit tips. Ne me remerciez pas. Alors toi, tu es intervenant en scénario dans une école d'animation. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu apprends en fait aux jeunes scénaristes? Qu'est-ce que tu... Oui. Je leur apprends rien, c'est eux qui m'apprennent, c'est logique, puisque quand tu es face à 9... Ah, j'interviens dans... Quelle modestie. Non, mais c'est la réalité. Dans des formations, là j'étais à la Poudrière la semaine dernière, qui est qui est une grande école de réalisateurs d'animation. Quand tu as face à toi 9 étudiants brillants qui ont des univers et des façons de travailler qui sont extraordinaires, honnêtement c'est toi qui apprends. Donc toi tu sers de rebondeur, de punching ball, tu vas les faire aller plus loin dans leurs idées, leur dire attention ça peut-être que ça existe déjà, d'une façon gentille pour pas les énerver quand même. Ouais. Et puis aussi tu leur apprends à travailler ensemble, parce que parfois ils n'ont pas forcément pensé à s'adresser à la personne à côté. Voilà. L'écriture scénaristique, et surtout en animation, c'est un travail à plusieurs, c'est un travail collaboratif. Il y a des noms sur l'affiche, mais derrière ces noms, il y a toutes les personnes qui ont lu nos scénarios, qui ont donné des avis. On n'a pas souvent, on donne pas les remerciements, mais nos remerciements seraient fréquemment aussi longs que ceux des réalisateurs ou des producteurs, parce que beaucoup de gens participent à l'écriture. Ce n'est pas un travail solitaire. Donc c'est ça que je peux donner, apprendre. Alors on a dit tout à l'heure que tu avais écrit la série Ernest et Célestine, et tu as écrit la Bible. J'ai écrit la Bible, The Holy Bible. The Holy Bible. Alors voilà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la Bible? La Bible, quand on parle de voilà, j'ai écrit la Bible de cette série, etc. C'est un nom très bizarre, oui. J'ai écrit. On a l'impression, oui, que c'est là. J'ai écrit le manuel documenté, tu vois, dans les voitures, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Donc tu décris l'univers de la série, la cible, les enjeux, le ton, mais aussi les caractères des personnages, leur façon de s'exprimer, ça peut aller très loin, les relations qu'ils ont entre eux, l'univers de la narration, comment s'organise le récit. Bon, l'essentiel, dans l'animation, on a un truc à nous, c'est que les personnages doivent être très bien caractérisés. S'ils sont pas caractérisés, ça fonctionne pas. Donc on pourrait dire caricaturaux, mais on essaie toujours de jouer avec les codes de la caricature pour les faire évoluer. Chaque série, Homer Simpson n'est pas le père dans Gumball, qui n'est pas le père dans Bienvenue chez les Louds. On fait toujours évoluer les personnages. D'accord. Et donc quand tu parles de caractérisation de personnages, tu veux dire que chaque personnage doit avoir une description de sa psychologie, une description physique, une description... L'instruction physique, un bon schéma vaut mieux que l'en discours, donc on met le dessin, le dessin qui souvent dit long, mais après, comment il agit, comment il pense, bien sûr, et surtout, quelles sont ses qualités et ses défauts. Donc qualité, défaut, on voit tout de suite le type de personnage. Après, on peut donner des références, moi j'aime pas. J'évite, je ne dis jamais CF tel personnage, parce que ça va mettre un biais. Et le scénariste qui va ensuite lire la Bible, se l'approprier pour écrire des histoires, va être influencé négativement. Donc on invente le personnage. Qu'est-ce qui est important de savoir? Mais on limite aussi à 1 ou 2 pages, on va pas en faire des tonnes. 1 ou 2 pages, ça c'est pour chaque personnage. Pour chaque personnage. Ah mais ça c'est intéressant, pour chaque personnage c'est 1 ou 2 pages de description. Voilà, mais quand on fait une Bible pour une série qui démarre, il n'y a rien, où il y a une adaptation, il y a des livres derrière, moi ce que je préconise, c'est de faire non pas une Bible, mais une pré-Bible, un document très léger, 10, 12, 14 pages, peu importe, qui de toute façon va évoluer en fonction des histoires. La vérité, elle est dans les histoires. On propose quelque chose,
nous-mêmes nous écrivons les premières histoires, d'autres scénaristes arrivent le plus vite possible dans cette aventure, et c'est ça qui concrétise la série, c'est ça qui la formalise. Oui, s'il trouve un autre trait de caractère pour un personnage, on va pas lui interdire d'y aller, quoi. Exactement, on va le découvrir, on va aller plus loin, puis d'autres personnages vont arriver qui n'étaient pas prévus, qui vont bien se rentrer dans l'univers, d'autres sur qui on avait misé hyper fort, beaucoup d'argent vont disparaître. En fait, oui, voilà. Finalement, on s'en fiche. Finalement, on s'en fiche, d'accord. Mais alors justement, dans le cas de Ernest et Célestine, c'est un petit peu étrange qu'on t'ait donné à écrire la Bible, dans le sens c'est vrai, où... c'est étrange. C'est un petit peu atypique, non, mais dans le sens où il y avait déjà eu un film avant, enfin... cet univers existait déjà, donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on t'a demandé d'écrire la Bible d'un univers qui existait déjà, avec les personnages qui existaient déjà? C'était pour ces raisons-là. Bon, déjà, de toute façon, une série, ça a un caractère récurrent. Donc il faut placer la récurrence. Un film, c'est une longue aventure, on peut traverser plein de pays. Dans la série Ernest et Célestine, il n'était pas question qu'il y ait l'univers du haut, l'univers du bas, c'était beaucoup trop cher, donc on garde que l'univers du haut, celui des ours, celui des souris, on le transpose dans ce monde-là, donc on le fait évoluer. D'accord. Ensuite, dans le cas précis, il y avait les livres de Gabriel Vincent, les livres pour enfants de Gabriel Vincent, qui racontaient un certain type d'histoire nostalgique, un peu triste, voilà. Et dans cet univers-là, en fait, en regardant bien, je me suis aperçu que les ours étaient des adultes et les souris les enfants. On ne pouvait pas faire une histoire, une série avec des adultes qui seraient des ours et les souris des enfants. Donc, d'ailleurs, Pénac, quand il s'est approprié l'univers de Gabriel Vincent, il a construit une autre histoire avec le monde des ours et le monde des souris. Voilà. Dans la série, on a pris des livres, on a pris des albums, du film, et je pense que surtout je suis resté mobile, parce que entre la première version de la pré-Bible et la dernière version, il y a eu beaucoup d'évolutions. En fonction aussi des contraintes techniques, parce que dans l'animation, on est soumis à des contraintes techniques. On ne va pas écrire les mêmes histoires en papier découpé, en 2D, en 3D, et on pourrait encore citer d'autres, comme Mon papier s'est caché, en crayon gras, pastel gras sur des plaques de cire. Dans l'animation, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'action ou est-ce que ce sont les dialogues? Dans l'animation, les dialogues sont très importants. Pourquoi? Parce que nos personnages, avant tout, ils parlent. D'accord. Donc nos dialogues sont numérotés. On sait que par exemple dans une série de 13 minutes, il va y avoir entre 120 et 140 dialogues. On ne peut pas se permettre d'avoir un personnage qui dit quelque chose qui n'est pas important. Tous les dialogues sont importants. Pourquoi les dialogues sont numérotés? Pourquoi c'est si important? Pourquoi il y a une économie de dialogue alors? C'est-à-dire qu'on sait très bien que mathématiquement, en français, on ne peut pas prononcer plus de 130 dialogues dans une histoire de 13 minutes. Donc ça nous donne un repère déjà temporel. Ah d'accord, ok. Ensuite, je pense qu'il y a un malentendu en France sur l'importance des dialogues. Tout ça, c'est à cause ou grâce à Audiard. On adore tous Audiard, et dans les films d'Audiard, les gens s'expriment d'une façon proverbiale. Mais ce n'est pas la réalité. Donc dans la réalité, les gens ils utilisent souvent des phrases simples, mais ces phrases simples font avancer l'histoire. Dans l'animation, mais même au-delà de l'animation. Si tu regardes Game of Thrones, tu vas t'apercevoir que l'action, l'histoire, le récit avance beaucoup plus parce que deux personnes vont se dire dans une pièce, plutôt que par une scène d'action magistrale avec 150 zombies personnages qui vont courir après le héros. Et alors justement, moi je voudrais revenir sur toutes les étapes d'écriture quand un scénariste se lance dans une série animée. Je sais qu'il y a plusieurs étapes de validation. Est-ce que tu peux nous en parler, le rapport qu'il y a entre le scénariste et la production en fait, qui valide, pareil la chaîne de télé qui doit valider, je crois. Enfin, est-ce que tu peux nous parler de toutes ces étapes d'écriture? Là aussi, et en combien de temps ça se passe? Chaque série a sa propre règle. Il y a des séries complètement baltringues avec 90 scénaristes, avec 20 histoires à écrire, donc c'est la galère. Ah oui. Bon, je vais plutôt parler d'une série telle que je l'envisage, d'une série cool, une série dans laquelle on va pouvoir trouver du plaisir. Donc c'est une série où il y a 6, 7, 8, soit scénaristes, soit duo de scénaristes, chacun travaille comme il veut.
Juste, par exemple, une saison de série animée, c'est combien d'épisodes à peu près? 52 en général, 52 fois 13 minutes Et en donc, France. pour 52 épisodes, une production va essayer de réunir 8 scénaristes, c'est ça? Alors il y a un directeur d'écriture qui Voilà. va choisir les scénaristes, parfois on lui en impose, mais en général c'est lui qui choisit. D'accord. L'intérêt quand on est scénariste, c'est de choisir des bons projets avec des bons directeurs d'écriture. Donc un bon directeur d'écriture, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable d'écrire. C'est pas des gens qui donnent un avis sur l'écrit puis disent ouais ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est quand même des gens qui vont être capables de proposer des solutions et parfois même de réécrire la dernière version parce que s'il y a que 15 dials à changer, c'est pas la peine de faire 3 allers-retours. Voilà. Ouais. Donc une bonne série pour moi, c'est un beau projet, un bon directeur d'écriture qui sait écrire, qui en général a été scénariste, mais pas forcément d'ailleurs. Et ensuite, pas trop de scénaristes, 6, 7, 8, et avec des réunions, si possible, même si certains sont par Skype parce qu'ils sont loin, des réunions où on partage l'idée qu'on se fait de la série, où on partage aussi les idées d'épisodes. Tout le monde, chacun pouvant intervenir sur les idées des autres et proposer des solutions. Tout le monde gagne du temps, c'est fluide, on s'amuse, je pense qu'on fait du bon travail. D'accord, donc on est un gros brainstorming. On arrive déjà avec une idée. Les scénaristes arrivent avec 1, 2, 3 propositions d'épisodes et ensuite le directeur d'écriture et les autres scénaristes autour de la table interviennent, peuvent aider à les construire. Et alors, mais est-ce que tu peux nous raconter toutes les étapes qu'il faut suivre quand on écrit un épisode d'une série animée? Première étape. Le pitch. Qu'est-ce que c'est le pitch? Le pitch, c'est l'histoire résumée soit en une phrase, soit en une demi-page, peu importe. D'accord. Voilà. Le mieux, ce que je conseille quand même, c'est de décrocher son téléphone. Parce que ça ne sert à rien de rester dans sa chambre, de se mettre la rate au courbouillon. Je l'ai souvent fait, je l'ai longtemps fait. Donc, je dis, ne faites pas ça. Avec, tiens, telle histoire, donc on va super bien bâtir une demi-page, un pitch d'une demi-page. Mais souvent, pour écrire cette demi-page, il a fallu écrire toute l'histoire qu'on résume. Ouais. Je t'ai tapé. Ouais. Et donc tout ça pour s'apercevoir qu'en fait quelqu'un travaillait déjà sur cette histoire. Donc le mieux c'est quand même de décrocher son téléphone, d'appeler le directeur d'écriture ou d'envoyer un petit mail, de proposer des histoires, oui, non, va dans cette direction, ne va pas dans... Voilà. Donc le pitch, une fois qu'il est validé, normalement on va arriver à la fin à la continuité dialoguée, au script, bon voilà. En à peu près un mois, on va dire, ça peut aller plus vite, ça peut aller moins vite, parfois ça prend 6 mois, parfois ça prend 1 an. Ça c'est pour un épisode? Oui, pour un épisode. Donc les différentes étapes de validation, en général, il y en a une intermédiaire qui est le sino séquencier. D'accord. Donc c'est l'histoire. Ça fait combien de pages? 3-4 pages, ouais, voilà. D'accord. On met déjà quelques dialogues, voilà. Ça montre la structuration de l'histoire. Ça montre les grandes séquences de l'histoire. En général, 13 minutes, 13 séquences. Ça peut être 20 si c'est de l'action, ça peut être 3 si c'est un monologue shakespearien. Mais en général, on trouve, si on veut, l'ordre d'idées, c'est ça, quoi. Bon, voilà. D'accord. Avec, on peut faire des histoires en 3 temps, des histoires en 2 temps, chacun fait comme il veut. Il y a des séries aussi avec des règles très, très, très précises. Et puis ensuite, on passe au script. Il y a parfois des étapes intermédiaires, mais je trouve que c'est inutile. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le pitch, on écrit un séquencier, un sino-séquencé en tout cas, et une fois qu'on est OK sur cette phase-là qui est la plus importante, parce qu'on voit toute l'histoire là, c'est pas la peine d'aller plus loin si on n'est pas d'accord, ensuite on écrit le script, ça va vite. D'accord. Et justement, alors quelle est l'étape la plus difficile pour toi? Est-ce que c'est l'étape du synopsis, justement, ou séquencier? C'est l'étape la plus importante, mais la plus difficile, c'est le pitch. C'est le pitch, c'est trouver une idée qui trouve sa place dans la série. Est-ce que dans le pitch, il y a la fin, si tu veux, la chute ou le dénouement de l'histoire, ou c'est juste, voilà, j'aimerais que le personnage ait un petit peu ce genre d'aventure et aille dans cette direction? Non, c'est le héros va... l'enjeu du héros, son objectif, ça va être de faire ça, et il va être confronté à telle et telle adversité. Quelles sont tes séries d'animation préférées en ce moment? Mes séries d'animation préférées sont de tout temps, déjà c'est Les Simpsons, Bob l'éponge et 1 degré moindre South Park. Aujourd'hui, pour des raisons différentes, c'est Bienvenue chez les Loud et Gumball. D'accord. Et on peut les voir où ces 2 séries là? Sur Gulli, mais au départ ce sont des séries américaines ou franco-anglaises de Cartoon Network. En tout cas pour Gumball qui est ma série préférée. Gumball c'est la réussite parfaite, c'est un français, je crois qu'il est français, Ben Bockley qui a fait ce truc là. Et c'est très instructif, si vous avez l'occasion de l'entendre parler de la création de la série, c'est très très instructif, parce que ça échappe à tout processus.
En France, on adore les processus. Il faut des processus bien rationnels pour créer des séries. Or, quand on entend parler ceux qui ont créé des hits, des séries à succès, franchement, c'est le bazar, quoi. C'est le bazar intégral. Dernière question. Si tu avais un conseil à donner à un jeune scénariste qui voudrait se lancer dans l'animation, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu peux t'adresser à lui en me regardant. Je dirais d'abord que c'est pas facile d'être jeune scénariste d'animation, parce que souvent quand on est jeune, on n'a pas envie d'écrire pour l'animation, on a envie d'écrire pour les grands. Donc, en tout cas moi, c'est mon expérience, j'ai mis du temps à envisager d'écrire pour les petits. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était chouette, et j'ai même mis du temps à comprendre que c'était génial, et c'est génial. Donc mon conseil, j'ai pas de conseil, allez-y, faites-le, vous allez vous amuser. Merci de m'avoir invité, d'autant plus que le orange est ma couleur préférée. Eh bien, écoute, je suis super content. Je pense que donc tu as passé un excellent moment. Extraordinaire. Voilà. Merci. Eh bien, merci à toi, Jean, et je te souhaite bonne continuation, bon courage dans tous tes projets. Merci. Merci et à bientôt pour un autre numéro de Secret de scénariste spécial animation.